Des faucons iraniens le proclamant, si l'on touche à nos infrastructures énergétiques, nos missiles peuvent plonger les États arabes du Golfe dans le chaos en une demi-journée. La menace est brutale, et son message est clair. Si nous tombons, nous vous entraînerons dans notre chute. Si vous nous frappez, nous ne mourrons pas seuls. Voici le paradoxe que je veux dérouler avec vous aujourd'hui. Une puissance plus faible, incapable de vaincre ses adversaires, peut néanmoins se rendre presque intouchable en menaçant de tout détruire autour d'elle si on l'attaque. Comment la menace de la destruction mutuelle peut-elle protéger le plus faible et pourquoi celui qui n'a plus rien à perdre est-il parfois le plus redoutable? Voici donc la question qui tient cette vidéo entière. Qu'est-ce que la dissuasion par la ruine partagée, cette menace de tout entraîner dans sa chute, et pourquoi le désespoir peut-il devenir une arme entre les mains du plus faible? Cette question touche à l'un des ressorts les plus profonds et les plus troublants de la nature humaine. Nous imaginons que la force protège et que la faiblesse expose. La réalité est plus complexe, il existe une force du désespoir, une puissance de celui qui n'a plus rien à perdre, qui peut renverser les rapports les plus établis. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi il est si dangereux de pousser quiconque, individu ou nation, dans ces derniers retranchements. Car l'être acculé, privé de tout espoir, devient capable de gestes que nulle force n'aurait pu lui arracher, et sa faiblesse même se mue en une arme terrible. C'est une vérité que la sagesse, à travers les âges, a maintes fois rappelée. Ne réduis jamais un adversaire au désespoir, car tu ne sais pas ce dont il devient alors capable. Une précision d'abord. Ce récit s'appuie sur des menaces proférées par des faucons iraniens, relayées par des journaux de la ligne dure, et il faut en peser la nature. Ce sont des déclarations du registre de la menace et de la posture, dont on ne sait si elles reflètent une capacité réelle ou une part de bluff. Ce récit s'inscrit dans un scénario daté de 2026, à manier avec prudence, mais la loi qui l'éclaire, celle de la dissuasion par la ruine partagée, est l'une des plus profondes et des plus anciennes de toute l'histoire de la stratégie. Et c'est elle qui mérite qu'on s'y arrête. Alors entrons dedans. Premier domino. La menace de tout entraîner dans sa chute. Il faut d'abord comprendre la logique de cette menace. L'Iran, plus faible que ses adversaires, ne peut pas espérer les vaincre dans un affrontement direct. Mais il peut leur dire « si vous me frappez, je ne tomberai pas seul, je frapperai vos infrastructures, vos économies, votre stabilité, et je vous entraînerai dans le chaos avec moi ». C'est la menace de la ruine partagée, non pas je peux vous vaincre, mais je peux vous détruire en même temps que moi. Cette menace transforme le calcul de l'adversaire. Car même s'il est plus fort, même s'il pourrait écraser l'Iran, il doit désormais se demander à quel prix. Si me venger de l'Iran signifie voir mes propres infrastructures détruites, mon économie plongée dans le chaos, ma stabilité ruinée, en vaut-il la peine? La menace de la ruine partagée ne rend pas l'Iran plus fort, mais elle rend son attaque plus coûteuse, au point de dissuader peut être l'adversaire de frapper. Le faible se protège non en devenant fort, mais en rendant sa destruction insupportablement chère pour celui qui l'entreprendrait. Il faut bien saisir le déplacement que cette logique opère. La question cesse d'être qui est le plus fort pour devenir qui est prêt à supporter le plus de destruction. Ce n'est plus une comparaison de puissance, mais une comparaison de disposition à la souffrance. Et sur ce terrain, l'asymétrie habituelle s'inverse. Le fort, riche et prospère redoute la destruction. Le faible, pauvre et acculé la redoute moins. Ainsi, la menace de la ruine partagée ne se juge pas à la balance des forces, mais à la balance des résolutions. Celui qui convainc l'autre qu'il ira jusqu'au bout, qu'il préfère la destruction mutuelle à la soumission, tient le levier, quelle que soit sa faiblesse matérielle. C'est une guerre des volontés et des nerfs, non des arsenaux. Il faut cependant souligner la part d'incertitude qui plane sur toute menace de ce genre, est-elle réelle ou est-ce du bluff? L'Iran a-t-il vraiment les moyens de plonger le Golfe dans le chaos en une demi-journée, ou est-ce une rodomontade destinée à impressionner? Nul ne le sait avec certitude, et c'est précisément cette incertitude qui fait la force de la menace. Car l'adversaire ne peut pas se permettre de parier que c'est du bluff. Si la menace est réelle et qu'il l'ignore, les conséquences seraient catastrophiques. La menace de la ruine partagée fonctionne donc même si elle est partiellement bluff, car nul n'ose vérifier. C'est le propre de ces menaces extrêmes. Elles n'ont pas besoin d'être entièrement crédibles pour dissuader. Il suffit qu'elles soient assez plausibles pour qu'on n'ose pas les mettre à l'épreuve. Deuxième domino, l'arme du désespoir. Et c'est là qu'apparaît une vérité troublante. Le désespoir peut être une arme. Celui qui a beaucoup à perdre est prudent, car il craint pour ce qu'il possède. Mais celui qui n'a plus rien à perdre ou qui se sent acculé devient redoutable car il est prêt à tout, y compris à se détruire pour détruire l'autre. La menace iranienne puise sa force dans cette logique du désespoir. Nous sommes prêts à tout entraîner dans notre chute car nous n'avons plus rien à préserver. Cette arme du désespoir est particulièrement efficace contre des adversaires qui, eux, ont beaucoup à perdre.
Les riches États du Golfe, avec leurs infrastructures modernes, leurs économies prospères, leur stabilité, ont énormément à perdre dans un chaos régional. L'Iran, plus pauvre, plus isolé, en a bien moins. Cette asymétrie des enjeux joue en faveur du plus désespéré. Celui qui a le moins à perdre peut menacer celui qui a le plus à perdre et le tenir en respect. Le désespoir du faible devient ainsi un levier contre la prospérité du fort, car la prospérité rend vulnérable et le dénuement libère. Il y a là un paradoxe que la sagesse ancienne avait déjà perçu. Ce qu'on possède nous possède. Plus on a de biens à protéger, plus on est vulnérable à la menace de les perdre, plus on devient prudent, timoré, exposé au chantage. Le riche a 1000 choses à craindre, le pauvre en a peu. C'est pourquoi les possédants sont souvent plus faciles à intimider que les démunis, car ils ont plus à perdre et donc plus à craindre. Les États du Golfe, précisément parce qu'ils ont bâti des sociétés prospères et modernes, offrent à l'Iran une multitude de cibles précieuses et fragiles, tandis que l'Iran, plus rustique, plus dispersé, offre moins de prise. La modernité et la richesse, qui sont des forces en temps de paix, deviennent des vulnérabilités en temps de menace, car elles multiplient ce qu'on peut nous prendre. Cette logique éclaire aussi pourquoi les infrastructures énergétiques sont visées en priorité. Ce sont des cibles concentrées, coûteuses, vitales, dont la destruction paralyserait toute l'économie et toute la société. Frapper le pétrole, le gaz, l'électricité, c'est frapper le cœur de la prospérité moderne, ces systèmes complexes et interdépendants dont dépend tout le reste. La menace iranienne vise donc précisément le talon d'Achille des sociétés développées, leur dépendance à des infrastructures sophistiquées mais fragiles. Plus une société est avancée, plus elle dépend de tels systèmes et plus elle est vulnérable à leur destruction. Le désespéré vise là où le prospère a le plus à perdre et où un coup fait le plus mal. Troisième domino, le fragile équilibre de la terreur. Mais cette logique, si elle protège, est aussi terriblement dangereuse, car elle repose sur un équilibre de la terreur où chacun est retenu par la peur de la destruction mutuelle. Cet équilibre peut tenir longtemps, dissuadant les attaques, préservant une paix armée. Mais il est fragile car il suffit d'une erreur, d'un malentendu, d'un acteur qui va trop loin pour que la menace se réalise et que tout s'effondre. Le danger de la dissuasion par la ruine partagée est qu'elle transforme la région en une poudrière où chacun tient l'autre en respect par la menace de tout détruire. Tant que la retenue prévaut, la paix, même armée, tient. Mais cette paix repose sur une menace permanente, sur la certitude que toute attaque déclencherait une catastrophe partagée. Et une paix fondée sur la terreur est toujours au bord du gouffre, car il suffit d'un pas de trop pour que la dissuasion échoue et que la ruine promise devienne réelle. Le faible qui brandit cette menace joue avec le feu autant que ses adversaires. Il se protège, mais au prix d'un équilibre où l'erreur d'un seul peut tout emporter. Faisons une pause et prenons de la hauteur, parce qu'on touche à l'insight, le cœur de toute cette histoire. Il y a une vérité que l'histoire de la stratégie enseigne et qui défie l'intuition. Le plus faible peut se protéger du plus fort non en le vainquant, mais en menaçant de tout détruire, y compris lui-même, si on l'attaque. Celui qui n'a plus rien à perdre, ou qui accepte de tout perdre, dispose d'une arme que le prospère n'a pas. La menace crédible de la ruine partagée. Car le fort qui a beaucoup à perdre hésite devant un adversaire prêt à l'entraîner dans sa chute. Le désespoir, cette disposition à tout sacrifier, devient ainsi un levier redoutable, qui inverse le rapport de force. Mais cette protection a un prix terrible, elle repose sur un équilibre de la terreur, fragile, où l'erreur d'un seul peut déclencher la catastrophe que tous voulaient éviter. Et l'histoire, ou plutôt la légende, offre le miroir le plus puissant de cette loi. Souvenez-vous de Samson, le héros de la tradition biblique, doté d'une force prodigieuse mais capturé par ses ennemis, les Philistins aveuglés, enchaînés, humiliés. Ils le traînèrent dans leur temple au milieu d'une grande foule pour se moquer de lui, le montrer comme un trophée. Samson était vaincu, à leur merci, sans espoir. Et c'est précisément là, au comble de son désespoir, qu'il trouva son arme ultime. Placé entre les colonnes qui soutenaient le temple, il rassembla ses dernières forces et poussa de toutes ses forces sur les piliers. Le temple s'effondra, écrasant sous ses ruines les Philistins rassemblés, et Samson avec eux. Il ne pouvait pas vaincre, ne pouvait pas s'échapper, mais il pouvait, en se détruisant, détruire ses ennemis. Ce fut l'option du désespoir absolu, puisque je dois périr, je vous entraînerai dans ma mort. Samson, le vaincu, l'aveugle, l'enchaîné, obtint dans sa chute une victoire terrible sur ses vainqueurs, en choisissant de tout ensevelir avec lui. Le parallèle avec la menace iranienne est saisissant. Dans les deux cas, un acteur qui ne peut pas vaincre, mais qui menace de tout entraîner dans sa chute. Dans les deux cas, l'arme du désespoir, la menace de la destruction mutuelle qui inverse le rapport de force. Et dans les deux cas, la même logique terrible, celui qui accepte de périr peut détruire ceux qui le croyaient à leur merci. Le temple de Samson et la menace iranienne rappellent la même loi. Le désespoir est une arme, et celui qui n'a plus rien à perdre, ou qui accepte de tout perdre, peut devenir plus redoutable que le plus fort, car il tient entre ses mains la menace de la ruine partagée.
Cette logique de la destruction mutuelle n'est pas propre aux légendes. Elle a structuré, sous une forme grandiose et terrible, la stratégie de tout le XXe siècle. Pendant la guerre froide, les deux superpuissances se tenaient en respect par la menace de la destruction mutuelle assurée. Chacune savait que si elle attaquait l'autre, elle serait elle-même anéantie en retour. Cette terreur réciproque, aussi effrayante soit-elle, a paradoxalement préservé la paix entre elles pendant des décennies car nul n'osait déclencher une guerre qui le détruirait aussi. La menace iranienne, à une échelle régionale et bien plus modeste, obéit à la même logique, rendre l'attaque si coûteuse qu'elle en devienne impensable. C'est la dissuasion par la peur de la ruine partagée, l'un des mécanismes les plus puissants et les plus périlleux de toute la stratégie moderne. Mais cette logique a ses limites qu'il faut nommer. Elle ne fonctionne que si la menace est crue et que si les deux camps sont rationnels, capables de calculer et de se retenir. Le jour où un acteur cesse d'être rationnel, où il est vraiment prêt à mourir sans plus rien calculer, ou le jour où un accident, un malentendu déclenche l'engrenage, alors la dissuasion échoue et la catastrophe advient. C'est pourquoi ces équilibres de la terreur, s'ils peuvent préserver une paix fragile, sont aussi des jeux dangereux où l'on danse au bord du précipice. Ils tiennent tant que la raison et la retenue prévalent, et ils s'effondrent dans l'horreur dès que l'une ou l'autre fait défaut. La paix qu'ils procurent est réelle, mais elle est bâtie sur un volcan. Voilà l'insight que je veux graver en vous. La force et la vulnérabilité ne se mesurent pas seulement à la puissance, mais à ce qu'on a à perdre. Celui qui possède beaucoup est vulnérable, car il craint pour ses biens. Celui qui n'a plus rien, ou qui accepte de tout perdre, devient libre et donc redoutable. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi le désespoir est une force stratégique, pourquoi il ne faut jamais acculer un adversaire au point de le rendre prêt à tout, car un ennemi désespéré est plus dangereux qu'un ennemi puissant. Et c'est comprendre le terrible équilibre de la terreur sur lequel repose parfois la paix. Un équilibre qui protège tant que la peur retient, mais qui menace de tout emporter au moindre faux pas. La sagesse consiste à ne jamais pousser un adversaire dans ce coin où le désespoir devient son arme et à toujours lui laisser une issue moins terrible que la ruine partagée. Prenons un visage pour incarner cela. À titre de figure représentative, imaginez un dirigeant d'un État arabe du Golfe, prospère, moderne, tenter de participer à une attaque contre l'Iran. Il a beaucoup à perdre. Ses infrastructures, son économie, la stabilité qui fait sa richesse. Et voici qu'il entend la menace iranienne. Si vous nous frappez, nous plongerons vos États dans le chaos en une demi-journée. Il doit désormais peser. La satisfaction de frapper l'Iran vaut-elle le risque de voir tout ce qu'il a bâti détruit ? Cet homme incarne le dilemme du prospère face au désespéré. Sa richesse même, qui fait sa force, devient sa vulnérabilité, car il a trop à perdre pour risquer la ruine partagée. Et c'est ainsi que le faible, par la menace, tient le fort en respect. Ce qui nous ramène à nous, à la France, au Canada. La première leçon est une leçon sur la nature de la dissuasion. La dissuasion ne repose pas seulement sur la capacité de vaincre, mais sur celle d'infliger un coup insupportable. Même une puissance qui ne peut pas gagner peut dissuader si elle peut menacer de détruire ce que l'adversaire tient à préserver. La France, puissance nucléaire, connaît bien cette logique. Sa dissuasion ne vise pas à vaincre, mais à rendre toute agression contre elle, si coûteuse que nulle, n'osera la tenter. C'est le principe même de la dissuasion du faible au fort, qui protège en menaçant, non en promettant la victoire. D'où la seconde leçon, sur le danger d'acculer un adversaire. Puisque le désespoir est une arme, il est dangereux de pousser un ennemi dans ses derniers retranchements, de le priver de toute issue, de le rendre prêt à tout. Un adversaire acculé, qui n'a plus rien à perdre, devient imprévisible et redoutable. La France et le Canada, dans leur diplomatie, devraient se souvenir qu'il faut toujours laisser à l'adversaire une porte de sortie, une issue moins terrible que la ruine, car un ennemi sans espoir est un ennemi capable du pire. La sagesse consiste à vaincre sans acculer, à contraindre sans désespérer. Les stratèges les plus profonds l'avaient compris depuis l'Antiquité, il faut toujours laisser à l'ennemi encercler une voie de fuite, un pont d'or par lequel se retirer, car un adversaire persuadé qu'il va périr de toute façon se battra avec l'énergie du désespoir et vous coûtera bien plus cher. Offrir une issue, même à un ennemi vaincu, n'est pas de la faiblesse, c'est un calcul avisé qui épargne le sang et évite de transformer une victoire en carnage. Cette leçon valable pour les armées l'est aussi pour toute négociation, tout conflit. Laisser à l'autre une porte de sortie honorable est souvent le chemin le plus sûr vers une résolution moins coûteuse. Et il y a une troisième leçon, plus large, sur la fragilité des équilibres de la terreur. Une paix fondée sur la menace de la destruction mutuelle est une paix précaire, toujours au bord du gouffre. La France et le Canada, comme tous, doivent œuvrer à dépasser ces équilibres de la peur, à construire des sécurités moins fondées sur la terreur et davantage sur la confiance, le dialogue, les règles communes, car un monde qui ne tient que par la menace de tout détruire est un monde qui vit sur un volcan, où l'erreur d'un seul peut tout emporter.
Réduire la place de la terreur dans les rapports entre nations est l'un des grands enjeux de la paix. Alors récapitulons la mécanique, parce qu'elle est d'une logique implacable. Des faucons iraniens menacent de plonger les États arabes du Golfe dans le chaos en une demi-journée si l'on frappe l'Iran, brandissant la menace de la ruine partagée. Cette menace, arme du désespoir, protège le plus faible, non en le rendant fort, mais en rendant sa destruction insupportablement coûteuse pour l'adversaire, qui, lui, a beaucoup à perdre, mais elle repose sur un fragile équilibre de la terreur, où l'erreur d'un seul peut tout emporter. Le tout illustrant la loi que la légende de Samson avait déjà incarnée, ce vaincu qui, en s'effondrant sur le temple, ensevelit ses ennemis avec lui. Le désespoir est une arme, et celui qui accepte de tout perdre peut devenir plus redoutable que le plus fort. Reste la dernière question, et je vous la laisse. Dans un monde où les plus faibles peuvent se protéger en menaçant de tout détruire, saurons-nous éviter d'acculer nos adversaires au désespoir et œuvrer à des sécurités moins fondées sur la terreur ? Et mesurons-nous que, dans ces équilibres de la peur, la survie de tous peut tenir à la retenue d'un seul. Peut être que la vraie leçon de cette menace n'est pas seulement stratégique, mais tient en une phrase très ancienne. L'homme le plus dangereux n'est pas le plus fort, mais celui qui n'a plus rien à perdre, et il n'est pas de sagesse plus haute que de ne jamais réduire un adversaire à ce point de désespoir où il préfère tout détruire plutôt que de périr seul.